Donc, je m'appelle Frédéric Amiel. Je travaille depuis plus de 10 ans maintenant dans différentes ONG dans lesquelles j'ai exercé la fonction de responsable des campagnes et puis de chercheur aussi dans des instituts de recherche. Et voilà, et donc je suis aujourd'hui coordinateur général des Amis de la Terre France, qui est une organisation de défense de l'environnement. Et on travaille sur l'impact des multinationales sur les personnes et sur l'environnement, sur la surconsommation, sur l'agriculture, sur le financement des énergies fossiles, voilà, qui sont les différents sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Et je suis Marie-Laure Guisselin. Je travaille aussi depuis plus de 10 ans dans des organisations non gouvernementales, notamment d'abord en Argentine et en Colombie, avant de rejoindre Sherpa, où j'ai été pendant 8 ans et demi responsable du contentieux dans le pôle globalisation et droits humains, à donc mener les enquêtes, diriger les études de faisabilité, rédiger les assignations et plaintes contre les multinationales, comme les multinationales Bolloré, Lafarge, Samsung, Auchan, Perenco, BNP. Et aujourd'hui, je suis juriste indépendante. Je travaille pour accompagner les organisations, toujours les ONG, dans ce type de contentieux stratégique, mais aussi dans la prévention du burn-out. La question n'est pas tellement de savoir s'il faut en finir, mais plutôt quand est-ce qu'on va en finir. Le néolibéralisme, qui est une forme repensée du libéralisme pour notamment faire suite à l'échec qui a été la crise de 29, porte en lui-même malheureusement, à travers cette espèce d'idéalisation de la liberté et de la concurrence, le germe des inégalités, le germe des abus, et donc à un moment donné à trop de libéralisme, c'est-à-dire trop de liberté donnée, y compris à des personnes qui ne se soucient pas du bien collectif, succèdent de manière cyclique des phases de contrôle de la société, de plus grand contrôle. Et un des auteurs qu'on cite dans notre livre, qui s'appelle Karl Polanyi, disait que ce contrôle, il peut soit prendre une forme autoritaire, et c'est la dictature, et c'est ce qu'on ne souhaite pas, soit prendre une forme sociale. Et bien sûr, ça, c'est notre souhait, c'est-à-dire à un moment donné, redonner le pouvoir aux citoyens, aux citoyennes, redonner le pouvoir au corps politique, puisque ce néolibéralisme, à travers le retrait de l'État, c'est aussi le retrait du politique et c'est la perte de contrôle qu'on a nous-mêmes en tant que corps politique, en tant que corps citoyen, sur l'avenir et sur l'organisation de la société. J'avais aussi peut-être envie de revenir sur cette question pour parler des effets néfastes du néolibéralisme et de l'absence de réglementation des activités des multinationales. On l'a vu, l'absence de réglementation des activités conduit les multinationales à ne pas devoir respecter sur toute la chaîne de production les droits humains. Et ça implique qu'on a des catastrophes naturelles comme les marées noires qui sont produites par les multinationales ou des grosses explosions par des usines industrielles ou encore 40 millions d'esclaves modernes sur les chaînes de production dans le monde qui restent impunis parce que précisément il y a une absence de réglementation de l'activité de ces multinationales dans l'esprit qui est maintenu du néolibéralisme. Et en fait, la fin du néolibéralisme, c'est pas seulement pour les esclaves à l'autre bout du monde ou pour les catastrophes ou la forêt amazonienne, c'est aussi pour l'impact dans notre vie au quotidien. Par exemple, Total contribue énormément au changement climatique aujourd'hui. On sait que les acteurs économiques dont on n'arrive pas à contrôler l'activité ou qu'on n'arrive pas à rendre responsables de leurs activités contribuent à ce changement climatique. Et je voulais aussi ajouter que les consommateurs que nous sommes n'ont pas envie en fait d'être responsables malgré eux de cet esclavage moderne comme on l'a vu tout à l'heure ou de fournir des banques qui financent ces gros investisseurs ou même payer des impôts dans un État qui détient des richesses notamment en ayant pillé d'autres pays sans contrepartie. Et que le consommateur peut certes agir avec ses choix de consommation, mais qu'il ne lui revient pas de changer de ce système. Et c'est la raison pour laquelle on a intérêt tous à mettre fin, en tout cas au côté néfaste du néolibéralisme,
en réglementant l'activité de ces acteurs économiques qui devront changer de système, en tout cas changer de la façon d'exercer leurs activités si ces acteurs doivent réellement respecter les droits humains sur toute leur chaîne de production. Je suis assez optimiste quand je vois que des décisions judiciaires courageuses sont prises pour mettre en examen des multinationales, comme la mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité de Lafarge, de financement de terrorisme et mise en examen aussi sur le fondement de mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Je suis optimiste quand je lis la mise en examen de Samsung pour pratiques commerciales trompeuses. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui bougent. En revanche, il y a d'autres choses qui me font peur, comme dans les mêmes décisions, par exemple les décisions de Lafarge et Samsung que je viens de citer, les associations Sherpa, entre autres, plaignantes, sont jugées irrecevables. Donc, il y a des mouvements assez contradictoires au niveau de la jurisprudence. Et au niveau de la loi, je suis optimiste dans le sens où on a quand même réussi à obtenir cette loi sur le devoir de vigilance alors qu'on nous prenait pour des folles lorsqu'on a commencé le plaidoyer pour obtenir cette loi. Qu'aujourd'hui, les ONG s'emparent de cette loi pour mener différentes actions en justice. C'est pas toujours évident, on l'a vu dans le cas Total Ouganda qui a été mené sur la base de cette loi de devoir de vigilance, notamment sur la compétence des tribunaux. Et j'espère, j'appelle tous les juristes des ONG, j'espère qu'on pourra justement amener les juges à appliquer le plus largement possible cette loi et donner la compétence aux tribunaux civils. Et je suis aussi très optimiste quand je vois que la plupart des pays européens commencent à nous imiter, qu'au niveau de l'Europe, ça bouge énormément en ce moment, alors que ça fait des années qu'on essaye de faire bouger les choses. On essayait, enfin je ne suis plus à Sherpa, mais je sais qu'il continue, bien entendu. Donc voilà, je pense qu'il y a des messages qui nous permettent d'être optimistes aussi bien du point de vue des législations que de la jurisprudence et de l'application de cette loi par le système judiciaire. Cependant, il y a encore énormément de choses à faire et aussi des messages contradictoires qui nous montrent qu'on doit rester vigilant pour faire avancer la responsabilisation des acteurs économiques. D'abord parce que, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, le néolibéralisme, ça n'est pas l'absence de droit. C'est le droit du marché qui prend toute la place. C'est-à-dire que il existe des règles, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans un régime néolibéral, et notamment tout ce qui entrave la liberté du marché, tout ce qui porte atteinte, selon ses promoteurs, à la propriété privée. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une application partielle d'un ordre du droit, pour ne pas dire d'un état du droit, où en fait, on va réguler certaines choses et pas d'autres. Parce que en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est libérer au maximum les puissances du marché en essayant de supprimer toutes les entraves. Du coup, en ce sens-là, je trouvais ça intéressant, l'idée de remplacer cette loi du marché par un droit qui s'applique au marché et qui s'applique réellement. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, c'est ce qui n'existe pas, c'est-à-dire un ensemble de règles de droit, notamment internationales, qui s'appliquent pas seulement pour limiter la concurrence, pas seulement pour protéger les investissements, mais aussi pour contraindre les entreprises qui font de l'argent à travers la mondialisation, à respecter un certain nombre de normes. Et ça, c'est quand même frappant aujourd'hui dans les normes de l'OMC. Ça fait des années qu'on n'arrive pas à faire passer des réglementations sociales et environnementales. C'est considéré à un moment donné comme une distorsion de concurrence pour le néolibéralisme de mettre en place des normes environnementales ou des normes sociales. Et donc ça, c'est le problème qu'on doit régler. Et à mon sens, c'est parce qu'il faut inscrire dans le droit que les questions environnementales, les questions sociales sont aussi, voire plus importantes que, par exemple, le droit de propriété. Et donc, à mon sens, le droit est un outil pour rééquilibrer ces principes entre eux et mettre en place un système qui soit plus juste et qu'on puisse imposer le respect de ces principes à l'ensemble des acteurs économiques. Et pour compléter,
Pour nous, les normes volontaires des entreprises, les engagements éthiques que ces entreprises prennent, que ces acteurs économiques prennent, tout ce qu'on appelle le droit mou, ne suffit plus à faire respecter les droits humains sur la chaîne de production des multinationales. Donc, il est crucial, important qu'on ait des normes de droit dures et des systèmes judiciaires efficaces qui fassent appliquer ces droits, donc le respect des droits humains sur la chaîne de production, qui comprend le droit environnemental, aux multinationales. L'idée, ce n'est pas de dire que parce qu'on condamnera certaines multinationales à des violations de droits humains, on sortira du système néolibéral. L'idée, c'est de dire que si les acteurs économiques dans leur ensemble doivent respecter les droits humains sur toute la chaîne de production, donc le droit des travailleurs, le droit de l'environnement, le droit des communautés riveraines, alors on devra changer de système, puisqu'elles ne pourront plus, ces multinationales, avoir des centaines et des milliers de sous-traitants ou de filiales à l'étranger si elles doivent réellement être responsables des violations graves qui seraient commises sur leur chaîne de production. Donc on estime que le droit, en cela, est l'instrument le plus puissant, puisqu'on voit qu'à la suite de plaintes ou d'assignations en justice, il y a directement un changement de pratique et que les multinationales vont devoir, du coup, changer la façon dont elles exercent leurs activités. Lorsque les enquêtes doivent se passer à l'étranger, dans les cas de responsabilité extraterritoriale, c'est beaucoup plus compliqué pour plein de raisons. Par exemple, en droit pénal, le juge doit être assez familier avec tout ce qui est commission rogatoire internationale, coopération judiciaire avec les pays étrangers. Il doit être persévérant à ce niveau-là. On a vu dans plusieurs dossiers, notamment le dossier Auchan, le juge avait demandé une commission rogatoire internationale pour que les sous-traitants puissent être inspectés par des policiers bangladais, et cette commission rogatoire internationale est restée bloquée. Donc pour l'instant, par exemple, c'est un cas qui montre bien la difficulté d'enquête d'un pays à un autre. Même en amont de l'instruction, et donc des blocages qui peuvent exister au niveau de la coopération judiciaire, c'est beaucoup plus difficile aussi pour nous, les organisations de la société civile, de faire nos enquêtes. Je prends l'exemple du Qatar, où j'ai dû, par exemple, me cacher dans des restaurants ou dans des centres commerciaux pour interviewer les travailleurs, puisque la loi qatari ne permettait pas de protéger ces travailleurs, alors que si j'avais dû le faire en France, bien entendu, ils auraient pu être protégés, notamment par des mesures judiciaires. Là, en fait, on a dû produire des témoignages anonymes de ces Indiens, Bangladais, Népalais, qu'on avait recueillis de façon cachée, et ça n'a pas suffi d'ailleurs à ce que la plainte aboutisse. Elle a été d'abord classée sans suite. On a dû aller ensuite en Inde récupérer des témoignages qui ne seraient pas anonymisés pour pouvoir faire une plainte avec constitution de partie civile. Donc, ce sont des rouages d'enquête qui sont assez compliqués, mais qui sont aussi possibles et qui, on l'espère, vont devenir de plus en plus fréquents si on peut sensibiliser les juges, et c'est ce que nous, on fait avec les différents pôles d'enquête, le pôle crime contre l'humanité, qui est un pôle spécialisé à qui on a eu affaire dans Lafarge ou dans BNP pour le génocide, pour cette plainte complicité des génocides au Rwanda. On a eu affaire aussi à un pôle spécialisé d'enquête des gendarmes spécialisés en travail forcé dans cette nouvelle plainte avec constitution de partie civile de Vinci. Donc ça aide aussi vraiment cette spécialisation des juges. Et ce que je disais, c'est que au sein même de ces pôles, et devant n'importe quel juge, c'est notre travail à nous, défenseurs de droits humains à l'étranger et qui faisons du contentieux stratégique transnational, de sensibiliser les juges à la question centrale
de la responsabilité des maisons mères et donneurs d'ordre sur leurs filiales et sous-traitants étrangers. Et ça, petit à petit, on voit que ça commence à bouger. Et donc, j'espère que les enquêtes seront à l'étranger de moins en moins périlleuses et compliquées. Aujourd'hui, on voit bien dans les pays qui ont mis en œuvre l'idéologie néolibérale et qui ont conformé leur appareil d'État à cette idéologie, à commencer par les États-Unis et le Royaume-Uni, et puis plus récemment la France, qui est en pleine phase de néolibéralisation. Une des conséquences majeures, c'est la perte des outils de l'État pour le contrôle, d'une part, mais surtout pour la mise en œuvre des politiques publiques, et notamment dans le champ de l'éducation et de la santé. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'insister pour dire à quel point aujourd'hui ces deux secteurs sont ravagés en France, et en tout cas dans un état bien moins, bien moins susceptible de remplir ses missions qu'il y a quelques dizaines d'années. Ça, c'est la première conséquence. Et du coup, derrière, c'est non seulement notre sensibilité aux crises, crise économique, dans laquelle les plus faibles sont moins soutenus, moins accompagnés, crise sanitaire, dans lesquelles on peut moins soigner, que notre capacité de résister, de dépasser ces crises. Et je dirais, peut-être pour entrer sur un aspect plus philosophique, il y a le rôle concret que joue l'État à travers ses services publics, et après, on peut réfléchir à la forme de cet État. Est-ce qu'il doit être centralisé? Est-ce qu'il doit être fédéral? Est-ce qu'il peut être décentralisé? Quelles articulations il peut avoir avec le privé, avec le monde associatif notamment? Il y a mille façons d'imaginer ce rôle de l'État. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que l'État, il faut rappeler que c'est nous aussi, à travers nos représentants, en retirant à l'État ses prérogatives, en supprimant l'État comme acteur premier des politiques publiques de santé, de préservation de l'environnement, d'accompagnement social. C'est nous, en tant que corps politique, que corps d'électeurs et d'électrices, qui sommes à un moment donné dépossédés de nos moyens d'action collectifs au profit de la bonne volonté de certains acteurs privés, qui pour le coup n'agissent qu'en leur intérêt et en intérêt de leurs actions, alors que l'État est supposé agir au nom du bien commun. Et il n'y a pas d'autre rôle là que l'État. Après, on peut débattre de ces modalités d'intervention, mais en tout cas, il est important de rappeler que cet État doit être important. Aujourd'hui, on a un État qui met en scène, qui organise la confrontation entre les éléments de la société, mais qui n'intervient plus lui-même. Or, cet État, il est non seulement légitime, mais nécessaire dans ces débats de société pour fixer des orientations et pour garantir l'atteinte des objectifs qu'on se fixe collectivement. Je regrette la décision de la Chambre d'instruction de juger irrecevable Sherpa dans la plainte avec constitution de partie civile qu'on avait déposée contre Samsung. C'était une grande première. Le juge Van Renbeck nous avait suivis dans nos arguments pour mettre en examen Samsung pour pratiques commerciales trompeuses. Estimant qu'il y avait effectivement un écart inacceptable entre des engagements éthiques d'une entreprise qui se disait une des entreprises les plus vertueuses au monde et les rapports d'ONG qui s'étaient infiltrés dans les usines, nos partenaires, notamment en Chine, pour montrer qu'il y avait du travail d'enfants et l'utilisation de produits toxiques sur la chaîne de production des téléphones. Malheureusement, aujourd'hui, on est jugé irrecevable. Alors qu'on a bien démontré qu'on avait toute la légitimité d'être partie civile dans cette plainte. Pour moi, j'ai envie d'étendre en fait cette décision à malheureusement un courant plus large qui est suivi par exemple par la Chambre d'instruction dans Lafarge, qui nous a aussi jugé irrecevable en tant que partie civile, ICCHR et Sherpa. Dans ces deux cas, donc Samsung et Lafarge, on va aller devant la Cour de cassation pour contester ces décisions d'irrecevabilité. Pourquoi c'est important? Pas seulement pour les associations, mais surtout pour l'accès à la justice des victimes, parce que lorsqu'on est une victime étrangère, on a déjà du mal à
prouver que c'est une entreprise juste à côté de nous qui a causé le dommage, alors c'est encore plus inimaginable pour une telle victime de prouver qu'elle doit avoir accès à la justice en France parce que, au final, c'est une multinationale maison mère en France qui est responsable in fine de son dommage. Donc, on a besoin des associations pour accompagner ces victimes. Sans les associations, il n'y aurait pas eu les dépôts de plainte, Samsung et Lafarge. Certes, on appelle les associations les procureurs privés, on a extrêmement peur de ces associations, mais sans ces associations, les victimes étrangères auraient énormément de mal à avoir accès à la justice. Et on n'aurait pas eu ces instructions ouvertes. Donc, on appelle la Cour de cassation à statuer sur ce point et stopper ce mouvement de multiplication des normes qui restreignent la recevabilité des associations en tant que partie civile et les jurisprudences qui vont aussi dans le sens de cette restriction. Je voudrais commenter deux points d'actualité nationale, c'est-à-dire mettre en regard aujourd'hui deux textes de loi qui sont discutés en parallèle et qui montrent bien la différence de traitement qu'il y a aujourd'hui entre le pouvoir économique d'une part et puis les citoyens et les citoyennes que nous sommes d'autre part. Vous avez d'un côté une loi climat qui est absolument vide de toute avancée sur les questions environnementales, c'est-à-dire vraiment un gâchis de plus d'1 an et demi de travail entre la Convention citoyenne sur le climat, les débats qu'il y a eu, la préparation de la loi, les soi-disant débats de l'Assemblée nationale, etc., pour aboutir à un texte qui, grosso modo, se contente de dire que les entreprises sont invitées à faire des efforts volontairement pour s'inscrire dans le cadre de l'accord de Paris. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Et on voit de ce côté-là comment le gouvernement renonce au moment où il doit obliger les banques à vérifier la compatibilité de leurs investissements avec la question climatique, à obliger les publicitaires à renoncer à faire de la publicité pour les produits les plus polluants, à obliger les entrepôts logistiques de e-commerce à respecter un certain nombre de normes, à obliger les producteurs d'engrais à payer des taxes et à payer le coût environnemental de leurs produits. Ils renoncent systématiquement à chaque fois qu'il y a un semblant de contrainte qui est mise sur l'activité économique. Alors que de l'autre côté, vous avez la loi sécurité globale qui vient d'être votée, dans laquelle il y a un renforcement sans précédent des moyens de coercition vis-à-vis des citoyens et des citoyennes, et notamment des activistes, mais pas seulement, parce que la question des drones, la question de la vidéosurveillance, c'est une question pour chacun et chacune d'entre nous en termes de liberté, en termes de respect de la vie privée, en termes de sécurité, y compris, parce qu'on ne sait pas à quoi ces outils pourront servir plus tard. Et donc, d'un côté, on met en place des moyens de coercition absolument hallucinants pour contraindre la capacité de contestation des citoyens et des citoyennes, parce que ne nous y trompons pas, la plupart des choses qui se trouvent dans cette loi, elles visent à contrôler la contestation sociale. Hein, ce n'est pas pour rien qu'on est 2 ans après les Gilets jaunes. Et d'un autre côté, absolument aucune volonté, aucune capacité d'imposer des contraintes au secteur économique pour faire respecter des normes sociales et environnementales. Et ce déséquilibre, c'est la conséquence directe du régime néolibéral dans lequel on se trouve aujourd'hui en France. Déjà, moi, mon conseil, c'est de ne pas renoncer. On sait que c'est difficile. Paradoxalement, il y a tellement besoin de gens qui s'investissent sur ces questions-là et tellement peu de place, d'une certaine manière, à savoir de postes salariés, hein, pour parler très clairement. Il y a bien sûr trop peu de moyens aujourd'hui par rapport à la quantité de travail dont on a besoin sur ces questions. Mais je pense que ça vaut le coup de s'accrocher, de rencontrer des gens. Il faut rencontrer un maximum de gens. Alors bien sûr, ça favorise ceux qui ont déjà du réseau, mais moi personnellement, j'essaie le moins possible de refuser les sollicitations que je peux avoir, y compris de personnes que je connais pas, et il y en a d'autres. Donc, il faut rencontrer, discuter, comprendre quels sont les différents milieux dans lesquels on peut travailler sur ces questions-là, parce qu'il y a les ONG, mais il y a aussi des super institutions, il y a aussi des centres de recherche qui sont intéressants.
Il y a plein de choses à faire. Ça dépend aussi de l'appétit qu'on a, d'une part, pour le relationnel avec les personnes, ou pour les questions politiques, ou pour la communication, si on a envie d'être exposé ou pas. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, je trouve qu'on ne reconnaît pas assez l'importance de l'approche juridique dans les combats. Alors, sur les droits humains, un peu plus, mais sur les questions environnementales, pas assez aujourd'hui. Sur les questions sociales, pas assez non plus, à mon sens. Et donc, comme j'ai eu l'occasion de le dire au cours de la conférence de ce soir, euh, il faut se faire une place. Je pense il faut que les juristes se fassent une place aujourd'hui dans le monde militant qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent apporter et de ce qu'elles peuvent apporter à nos combats actuels. J'ai envie de dire à ces étudiants qui ont envie d'agir sur les droits humains qu'il y a énormément de choses à faire, que c'est vraiment un domaine passionnant et dans lequel, malgré ce que je pensais au départ, on peut voir des réelles contributions directes avec ce qu'on fait. Quand on a commencé le plaidoyer sur la loi devoir de vigilance il y a 10 ans, on nous prenait pour des folles et jamais je pensais que cette loi allait être adoptée. On était une poignée de militantes et on était seulement une ou deux juristes dans le lot et pour autant en fait cette loi est passée, donc y a des choses incroyables comme ça, j'en ai pleuré de joie qui se sont passées en assez peu de temps. Et Lafarge, donc cette plainte que j'ai déposée fin 2016, c'est le cas aujourd'hui qui est le plus avancé dans le monde en termes de responsabilité des multinationales. Et c'est pareil, quand j'ai rajouté dans la plainte et j'ai tenu vraiment à le rajouter, la base juridique de complicité de crimes contre l'humanité, notamment de Daesh, comme un des fondements juridiques de la plainte. Même les juristes avec qui je travaillais, avocats à qui j'avais confié le dossier, me disaient écoute, ça passera jamais, la complicité de crimes contre l'humanité, ça passera jamais. On a écrit des centaines de pages au juge d'instruction, à la cour de cassation maintenant, mais enfin après, pour que ça passe. Et miracle, on a eu cette mise en examen de complicité de crimes contre l'humanité. Bon, ça peut paraître dérisoire par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que ce sont des pas comme ceux-là qui vont permettre vraiment de faire avancer la réglementation dont on parle, le respect des droits humains et donc le changement de système tel qu'on le connaît, comme on le décrit en tout cas dans le livre avec Frédéric. Aussi, les postes sont effectivement très très chers, mais ce que j'encourage les juristes à faire, c'est aussi peut-être de pousser à la création de postes et de montrer comme ils ont un intérêt en fait à être embauchés dans ces ONG. Et je l'espère pas seulement en tant que stagiaire et service civique, parce que ça c'est quand même un point que j'aimerais souligner. Pour les personnes qui réussissent à être stagiaires et service civique, il me semble que c'est de l'exploitation et justement des injonctions productivistes néolibérales patriarcales à l'intérieur même de nos structures que j'aimerais vraiment qu'on change, que malheureusement la plupart des gens qui travaillent en ONG passent par ce statut de stagiaire et de service civique extrêmement précaire. Et pour les personnes qui réussiraient à avoir un poste salarié au sein du mouvement social, mais j'espère qu'il y a d'autres moyens comme mon statut actuel d'indépendante de faire du plaidoyer et de faire bouger les lignes. Mais si elles arrivent dans les ONG, c'est aussi de faire en sorte qu'on ne reproduise pas justement ces injonctions productivistes et patriarcales à l'intérieur de nos structures, qu'on fasse en sorte, comme je ne l'ai certainement pas assez fait, de mettre des limites à la surcharge de travail par rapport au salaire et au temps de travail qui nous est imparti, sous prétexte que notre travail est passionnant. On accepte effectivement une charge de travail énorme ou qui dépasse en fait la pression qu'on peut subir quand c'est des dossiers comme ça. Quand j'avais une dizaine de dossiers contre des multinationales à gérer, c'était pas seulement le temps de travail, mais la responsabilité aussi qui était très forte. Donc voilà, moi j'encourage les étudiants et donc les futurs travailleurs du mouvement social
à faire attention à leurs limites pour ne pas répéter les burn-out à répétition qui font qu'au final, ils sont obligés d'arrêter et qu'on perd leur expertise sur le long terme. C'est vraiment une des choses sur lesquelles on insiste dans le livre avec Frédéric Amiel, c'est comment pérenniser le mouvement social pour que, effectivement, si on arrive à trouver tous ensemble que cette stratégie juridique est la bonne et qu'on met le paquet pour coopérer et pour faire du contentieux stratégique et des lois pour sortir de ce système, eh bien, cette expertise, elle puisse être gardée sur le long terme et non pas arrêtée par des burn-out à répétition. Et petite mention spéciale pour les femmes, parce que, on le rappelle aussi dans le dernier chapitre, il y a vraiment un manque de reconnaissance du travail des femmes au sein des ONG. Pas seulement des ONG, bien entendu, on le sait, au sein des universités, au sein de beaucoup de milieux intellectuels, mais au sein des ONG, on est beaucoup de collègues à s'en plaindre. Par exemple, William Bourdon, avocat, ex-président de Sherpa, a été nommé avocat le plus puissant de France 2 années d'affilée dans le magazine QG en citant des plaintes que seules des femmes ont rédigées, menées et suivies, femmes dont je fais partie. En tant qu'ex-responsable du contentieux à Sherpa. Donc, pour moi, c'est aussi un combat de longue haleine, pas seulement pour les femmes, mais pour tout le mouvement social, de faire en sorte qu'on ne reproduise pas ces schémas néolibéraux, mais aussi patriarcaux, à l'intérieur de nos structures pour être efficaces, une fois de plus, sur le long terme.